Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire IFV intitulé « Vin sans sulfite ajouté, des mots exprimés par les consommateurs aux mots perçus par les professionnels » pour lequel vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. Ce webinaire d'une durée d'1 heure va démarrer donc par un premier temps de présentation, puis un temps sera consacré aux questions. Donc vous pourrez poser dans la rubrique questions. Donc, ce webinaire va être présenté à 3 voix par Carole Honoré-Chedozo, responsable du pôle sensoriel IFV Sicarex à Villefranche-sur-Saône, Nathalie Pouzalgue, œnologue chargée de projet au Centre du Rosé de Vidauban, et Ronan Simoneau, enseignant-chercheur en sciences du consommateur à l'ESA d'Angers. Je vais tout de suite passer la parole à Carole pour introduire ce webinaire. Merci Emma, et bonjour à tous. Donc ce webinaire a pour objectif de vous présenter une synthèse d'une enquête nationale que nous avons déployée de décembre 2022 à fin janvier 2023 au sujet des vins sans sulfite ajouté auprès des professionnels et des consommateurs français de vin. Donc cette enquête a été réalisée dans le cadre du projet CASDAR vins sans sulfite piloté par l'IFV en collaboration étroite avec l'ESA, le Centre du Rosé et la Sicarex Beaujolais que nous représentons tous les trois avec Nathalie et Ronan. Donc, ce travail a été conduit aussi avec 5 étudiants ingénieurs de l'ESA, ce qui nous a permis de pouvoir déjà vous restituer les résultats de cette enquête aujourd'hui. Donc, afin de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Nathalie qui va vous expliquer davantage le contexte de cette étude. Tout d'abord, on constate une émergence du marché de vins sans, dont les vins sans sulfite ajouté. Dans ce marché émergent, ces vins sans sulfite ajouté peuvent prendre différentes formes. Ils peuvent être bio, nature, Déméter, Terravitis. Derrière vins sans sulfite ajouté, il existe de ce fait de nombreux vins. Par ailleurs, dans une préétude que nous avons menée l'an dernier, on a pu constater des motivations variées des professionnels à produire, vendre des vins sans sulfite ajouté. Les uns avaient choisi, par exemple, d'en produire par philosophie, d'autres pour l'environnement, d'autres encore par opportunité de marché. Par ailleurs, il existe très peu de travaux sur les attentes des consommateurs français par rapport aux vins sans sulfite ajouté. Les quelques travaux qui existent montrent des avis très positifs à l'étranger et en France aussi. Mais cependant, en France, dans les travaux qu'ont menés Ronan en 2020 ou Carole en 2022 avec nous, les cibles des consommateurs étaient peu représentatives. Paradoxalement, les écrits scientifiques, la littérature, et notamment Frédéric Charrier qui a écrit là-dessus, fait référence de façon récurrente à l'existence de défauts. Des défauts qui laissent augurer des perceptions négatives des professionnels de la filière des vins vis-à-vis des vins sans sulfite ajouté. Un tel contexte nous a amenés à nous poser la question: que sont les représentations mentales des vins sans sulfite ajouté pour les consommateurs et les professionnels français de vin? Carole, c'est quoi une représentation mentale? Eh bien, finalement, une représentation, c'est la façon dont chaque individu a de percevoir la réalité du monde qui l'entoure vis-à-vis de ses perceptions. Donc, de savoir quelles sont les perceptions de chaque individu autour d'un objet, mais aussi des idées qu'il conceptualise en mémoire. Donc, nous, l'intérêt de s'intéresser aux représentations, c'est de savoir si cette façon de prendre la réalité du monde et des objets, en l'occurrence des vins sans sulfite ajouté, est partagée par un ensemble de groupes d'individus ou est vraiment personnel à chacun. Donc en l'occurrence, on cherche à savoir si, en fonction d'un groupe de consommateurs et d'un groupe de professionnels, est-ce que ces perceptions des vins sans sulfite ajouté sont partagées. Une représentation peut également différer d'un individu à l'autre en fonction de son niveau d'expertise d'une part, mais aussi de sa familiarité avec l'objet, donc ici en l'occurrence des vins sans sulfite ajouté. Donc en fonction du niveau de l'amont de connaissances qu'il peut avoir sur ces vins, donc toutes les informations qu'il a pu acquérir sur ces vins sans sulfite ajouté, mais aussi en termes d'implication vis-à-vis de ces vins. Donc on va parler de ses pratiques, de ses usages au quotidien. Est-ce qu'il va consommer
acheter, vendre ou même produire ces vins sans sulfite ajouté de manière fréquente ou non. Et puis, le dernier paramètre, ça va être en fonction du degré d'exposition vis-à-vis de ces vins. Donc, est-ce que l'individu va être en interaction forte avec ces vins? Donc, par exemple, est-ce qu'il va pouvoir facilement trouver ces vins dans des lieux de vente ou en déguster assez régulièrement ou pas? Donc, c'est toutes ces problématiques autour des représentations que nous avons voulu aborder au sujet des vins sans sulfite ajouté. Donc, on s'est amené finalement à se poser 3 questions au travers de nos études. La première étant de savoir quelles sont les représentations des consommateurs et des professionnels français de vin pour les vins sans sulfite ajouté, mais aussi de savoir si ces représentations sont similaires entre les consommateurs et les professionnels, et puis finalement d'essayer de mesurer si le niveau d'expertise et de familiarité avec les vins sans sulfite ajouté avait un impact sur les représentations des consommateurs d'une part et des professionnels également. Pour répondre à ces différentes questions, en fait, on a pu diffuser 2 questionnaires, et ce sont 2 questionnaires sur le vin qui ont été diffusés. C'est important d'avoir ça en tête au début de cette étude, c'est que l'ensemble des consommateurs et des professionnels qui ont répondu à ce questionnaire étaient invités à répondre à un questionnaire sur le vin. Et ils découvraient plus tard, on verra, le concept de vin sans sulfite était mentionné beaucoup plus tard, enfin, un peu plus tard dans l'étude. Nous avons diffusé selon 2 canaux. Un premier, c'était pour aller chercher nos consommateurs. On a pu recruter 319 consommateurs. On est passé par le cabinet Panel Lab, qui est un cabinet spécialisé pour les études sur Internet auprès de consommateurs représentatifs au niveau de la France. Et puis, on a aussi la chance de recruter, de contacter 540 professionnels de la filière viticole. Donc, ça fait une très belle cohorte et qu'on a pu toucher à travers une collaboration avec un certain nombre de partenaires, de collectifs, d'interprofessions qui ont, via leur newsletter, accepté de diffuser ça vers un grand nombre de professionnels, qui nous permet d'avoir ce nombre assez intéressant pour la représentativité de notre étude. Et donc, avant d'aller évidemment regarder plus précisément ce qu'on a posé comme question sur les représentations et sur les méthodologies, il est intéressant de regarder qui sont les consommateurs qui ont été recrutés, qui ont participé à cette étude et de même pour les professionnels. Pour les consommateurs, on a donc 319 consommateurs et ils ont été recrutés pour être représentatifs des consommateurs de vin français, pas de vin sans sulfite, de consommateurs de vin. Et pour ce faire, on est parti, alors c'était la statistique qu'on a trouvée qui était entre guillemets la plus récente, on a pris la référence de France Agrimaire 2017 et donc on a donné ça à Panel Lab qui nous a recrutés, du coup la distribution que vous avez là, un équilibre à peu près entre les hommes et les femmes, avec une séparation liée à la consommation régulière ou la consommation occasionnelle, et donc avec plus de consommation occasionnelle que régulière. Vous observez également une distribution sur l'ensemble de la France avec un équilibre assez classique dans les études de marketing sur les 5 bassins régionaux que vous voyez ici représentés. Et puis, on a cherché un équilibre à la fois sur les H et sur les CSP. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est de se dire que l'ensemble du questionnaire et des résultats qu'on va vous présenter, c'est basé sur un échantillon représentatif de consommateurs de vin. Une fois qu'on a cet échantillon, on va les questionner sur, de manière plus précise, leur consommation de vin sans sulfite, leur consommation de différents types de vins. Et ça, maintenant, on va rentrer un peu dans ce détail-là. Alors, évidemment, on a la question, leur fréquence de consommation de vin sans sulfite, mais en fait, on se rend compte très vite que cette consommation est liée à leur fréquence de consommation de vin. Et de ce fait, on a voulu rajouter une variable qui est que représente la proportion de vin sans sulfite dans votre consommation personnelle. Que vous soyez un consommateur occasionnel ou régulier, est-ce que vous arrivez à évaluer ce que représente cette catégorie, celle-ci et celle-ci, dans votre consommation personnelle? Et donc, pour ce faire, je vais vous présenter les 3 catégories qui ont fait l'objet d'un focus particulier, vin sans sulfite ajouté, vin nature et vin bio. On a 319 consommateurs et on leur demande quelle est la proportion des vins sans sulfite dans votre consommation personnelle. Et en fait, la première chose qui ressort de cette étude, c'est qu'on a 40% des consommateurs qui ne savent pas. C'est-à-dire qu'avant même de se poser la question de leur proportion, ils ne savent même pas s'ils consomment des vins sans sulfite. Je pense que c'est un premier résultat qui est intéressant à noter. 40% des consommateurs de vin ne savent pas s'ils consomment ou non des vins sans sulfite. Et maintenant, quand ceux qui savent répondent, eh bien, on observe que c'est environ 15%
qui disent non, moi je sais que je ne consomme pas. Alors évidemment, dans les ne sais pas, il y a probablement des gens qui n'en consomment pas et peut-être d'autres qui en consomment, mais ça, ils le savent pas. Donc on a 15% qui savent qu'ils ne consomment pas. On a 20% qui consomment entre 1 et 25%, et on en a 25% qui consomment 25%, ou donc pour laquelle les vins sans sulfite représentent plus de 25% de leur consommation personnelle. Ensuite, on a regardé aussi sur la question vin nature, et on voit que c'est à peu près la même distribution. Je ne suis pas en train de dire que vin nature et vin sans sulfite ajouté, c'est la même chose. Je dis juste qu'à cette question-là, on retrouve un peu la même distribution. Quand on les interroge sur la question des vins bio, on voit qu'il y a à peu près 10% qui déclarent ne pas savoir s'ils consomment des vins bio. On est sur des consommateurs représentatifs, encore une fois, hein, avec 23% qui déclarent ne pas consommer de vin bio, 35 qui déclarent entre 1 et 25, et puis 32 qui déclarent 25 et plus. Voilà, ça c'est intéressant de garder ça en tête. On verra qu'on va remobiliser ça plus tard dans la segmentation qu'on a pu faire entre les consommateurs. Donc ça, ce sont nos consommateurs de vin français et la manière dont ils consomment et ce que représentent les vins sans sulfite dans leur consommation. La deuxième population qu'on a interrogée, vous le savez, parce que plusieurs d'entre vous qui participaient à ce webinaire ont sans doute accepté de remplir ce questionnaire. Et donc, parmi ces 540 professionnels, en fait, ici, il n'y a pas de statistiques pour savoir si c'est représentatif. Donc, on vous fait juste une observation de la cible que nous avons pu interroger sans avoir de jugement sur la qualité de cette cible. Ce que l'on observe, c'est qu'il y a 56% d'hommes, 44% de femmes. On a une distribution d'âge sur lequel finalement on a touché principalement des consommateurs, des professionnels actifs et qui représentent 77% de cadres, professions intermédiaires. Ça, c'est peut-être lié à des effets liés à nos canaux de distribution de ce questionnaire. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le cadre de cette étude, nous avons aussi une très bonne représentation de l'ensemble des bassins viticoles. Évidemment, avec 3 équipes, une qui était en Val-de-Loire, une qui est dans le Beaujolais et une qui est en Provence, vous pourriez craindre que notre questionnaire soit biaisé, et vous constatez que ce soit sur la partie consommateur ou la partie professionnelle, qu'on arrive à avoir des répondants qui sont dans l'ensemble des régions ou dans l'ensemble ici des bassins viticoles, ce qui là aussi est intéressant en termes de représentativité de la cible. Concernant les métiers, en fait, on a posé un certain nombre de questions pour essayer de qualifier qui étaient ces professionnels de la filière viticole. Et en fait, on a regroupé la catégorie producteurs et ou vendeurs de vin avec 75% des répondants qui sont soit producteurs, soit vendeurs de vin. Dedans, on peut avoir des cavistes et on a évidemment des gens qui sont producteurs et vendeurs. Et puis, on a également 25% qui déclarent d'autres métiers. On a touché des journalistes, on a touché des chercheurs, des administratifs, notamment des administratifs d'interprofession et autres. Voilà, une population un peu plus hétéroclite avec d'autres métiers dans la filière viticole. Alors, il était difficile pour cette deuxième partie de vraiment qualifier leur contact avec les vins sans sulfite. Donc, pour la suite, on a fait un focus sur les 75%, sur les professionnels qui déclaraient produire et vendre et ou vendre du vin. D'accord? Donc là, quand on va faire ce focus-là, on fait un focus sur les 75% de producteurs et ou vendeurs. Et on leur pose à peu près la même question en leur demandant que représentent les vins sans sulfite ajoutés dans votre production et ou dans votre vente. Sachant que nous avons combiné les deux en une seule question. Et on a fait au maximum des deux. Et en fait, on observe que dans la cible que nous avons interrogée, on a pas loin de 43%, on a 43% des personnes qui disent ne pas produire et vendre. On est bien dans des gens qui vendent, pardon, il faut que ce soit clair là-dessus. Ce sont bien des gens qui produisent et vendent du vin. Mais il y en a 43% parmi ceux-là qui disent « moi, je ne fais pas de vin sans sulfite ». Nous avons 46% qui déclarent en faire entre 1 et 25%. Et puis, vous pouvez constater que c'est environ 10% qui sont à 25% et plus. Attirer votre attention ici, c'est le fait que on a très très peu de gens qui étaient exclusivement sur des vins sans sulfite ajoutés. Nous avons 3, 4, 5 personnes qui étaient 100% vins sans sulfite ajoutés. Et on a en écho d'ailleurs vin nature, mais finalement ils étaient peu nombreux qui ont pu répondre à ce questionnaire. Et ensuite, quand on regarde vin nature, on voit qu'on a à nouveau une distribution assez proche, plus de 0%, plus ils ont plus de 60% à ne pas produire de vin nature. Et puis ensuite, quand on regarde sur les vins bio, on voit que là, on a une diminution sur la partie 0%, puisqu'il y a seulement 15% des gens qu'on a interrogés
qui ne produisent pas de vin bio. Puis après, avec, vous voyez, près de 50% qui en produisent ou vendent plus de 25%. Compliqué tous ces pourcentages, je m'en excuse. Et finalement, les vins conventionnels, on retrouve à nouveau une dizaine de pourcents, un peu plus d'une quinzaine de pourcents qui n'en produisent pas, mais une majorité finalement, une large majorité qui en produisent plus de 25%. Et donc avec ça, finalement, ça nous permet d'avoir une cible qui est assez représentative, en tout cas assez intéressante à être interrogée. Ce qui nous permet finalement d'arriver maintenant, une fois qu'on a cette cible-là, à se poser la question, mais comment est-ce que vous avez accédé à ces représentations mentales? Et donc Nathalie va nous présenter les principales étapes de ce qu'on appelle l'association libre de mots qui permet d'accéder à ces représentations associées au concept de vin sans sulfite ajouté. La première étape de l'association libre de mots consiste à un échauffement du répondant. L'objectif est de bien faire comprendre la tâche à effectuer. Par exemple, qu'est-ce que vous évoque le mot bateau? Merci de bien vouloir citer spontanément 5 mots. Ensuite, lorsque le répondant a bien compris la consigne, on lui repose la question principale, l'expression sur les vins sans sulfite ajouté. Qu'est-ce que vous évoque l'expression vin sans sulfite ajouté? Merci de bien vouloir spontanément citer 5 mots. Puis, on va demander à chaque répondant d'évaluer les mots en les classant par ordre d'importance, de 1 à 5, du plus important 1 au moins important 5. Puis, chacun des mots sera aussi évalué selon leur connotation positive, neutre, négative, sur une échelle en 7 points qui va du -3 au +3, du très négatif au très positif. Enfin, dans l'objectif de mesurer leur niveau de familiarité et d'implication pour les vins sans sulfite ajoutés, des affirmations seront posées aux consommateurs et aux professionnels sur une échelle qui ira de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Voici quelques exemples de questions, ou plutôt d'affirmations, à propos de la familiarité. Il existe bien sûr des questions communes aux deux groupes, professionnels et consommateurs, comme les vins sans sulfite ajoutés devraient avoir une place plus importante dans le monde du vin qu'aujourd'hui. Pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. Pour moi, les vins sans sulfite ajoutés présentent un grand intérêt. Je discute souvent des vins sans sulfite ajoutés avec mes amis proches, ma famille, mes collègues. Mais aussi, il existe des questions plus spécifiques qui s'adressent aux consommateurs. Lorsque j'achète du vin, je recherche des mentions sans sulfite ajouté sur l'étiquette. Pas du tout d'accord, d'accord, tout à fait d'accord. J'achète exclusivement des vins sans sulfite ajouté. Mais également, on a pu poser des questions plus spécifiques aux professionnels, comme par exemple, je produis, je conseille ou vends des vins sans sulfite, car je sais comment le produire et où le sélectionner. Pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. Je ne me fais pas confiance pour produire, conseiller, vendre un vin sans sulfite ajouté. Donc finalement, là, sur la première partie du questionnaire que vient de vous présenter Nathalie sur l'association des mots vis-à-vis de notre nocif vin sans sulfite ajouté, vis-à-vis des plus de 800 répondants, que ce soit les consos ou les pros, on va se retrouver avec des milliers de termes générés. Donc par terme, j'entends, des fois c'est un simple mot, mais ça peut être plusieurs mots, voire une phrase entière. Donc ces termes, ça en fait quelques-uns à analyser. Donc pour cela, on procède d'abord à un nettoyage de ces termes pour réduire la liste au maximum. Donc ça va consister dans un premier temps à corriger toutes les erreurs de frappe, à procéder à de la limmatisation, c'est-à-dire tous les mots féminins, on va les mettre au masculin. Tous les mots pluriels, on va les remettre au singulier. Les verbes infinitifs, etc. Ça, c'est un premier nettoyage. Ensuite, on a une deuxième réduction de la liste qui va consister à regarder un par un l'ensemble des termes générés et de les regrouper par synonymie, c'est-à-dire que tous les mots qui vont avoir le même sens, on va les regrouper dans une même boîte, une catégorie de mots qui va regrouper tous les termes différents, mais qui vont dans le même sens d'un point de vue sémantique. Donc, par exemple, c'est le cas du groupe, de la catégorie du mot mode. Dans mode, on va avoir tous les termes qui sont associés à la mode. Donc, ça va être à la mode, actualité, actuelle, avenir du vin, effet de mode, mode passé, avenir, etc. Enfin, vraiment, tout le listing qui fait référence à la catégorie mode. Et donc, du coup, cette catégorisation va nous permettre
de réduire vraiment ces milliers de termes à quelques dizaines de catégories de mots qu'on va pouvoir mieux analyser pour comprendre les représentations des consommateurs et des professionnels. Donc ensuite, une fois qu'on a réduit la liste au maximum de ce qu'on pouvait la réduire pour chacun des panels, on va calculer 3 indicateurs pour chacun des termes qui vont être affectés à une catégorie qu'on aura préalablement identifiée. Donc ça va déjà passer par le nombre de fois où chacun des termes représentés dans la catégorie va être cité par les répondants, d'un côté les professionnels, et puis les consommateurs de l'autre. Ensuite, on va calculer les moyennes pour l'ensemble des termes d'une catégorie en fonction du rang d'importance qui a été donné de ce mot vis-à-vis de 20 sans suffite ajouté. Donc, ça allait de 1, très important, à 5, peu important, vis-à-vis de 20 sans suffite ajouté. Donc, ça va nous donner une moyenne de rang d'importance vis-à-vis du mot cible. Et ensuite, on va calculer cette fois-ci une moyenne de la connotation qui a été donnée pour chaque terme associé aux catégories de mots qu'on aura prédéfinies. Donc, on va la réduire juste en 3 types de connotations. Donc, toutes les moyennes qui vont être plutôt positives, donc qui vont amener un sens positif de cette catégorie vis-à-vis de sans suffite ajouté. Puis ensuite, une catégorie plutôt neutre, donc ni positif ni négatif. Et puis une autre catégorie symbolisée en rouge qui va être plutôt une connotation négative de l'ensemble des termes affectés à cette catégorie de mots. Donc, ces indicateurs et cette liste réduite des termes vont nous permettre de pouvoir générer un graphique qui va être visuel et qui va nous aider à interpréter les représentations dans chaque panel. Donc, ce graphique, on va projeter les catégories de mots qu'on a réduites dans la liste. Et en abscisse, on va mettre le rang moyen d'importance, donc qui va du plus important sur la gauche vers le moins important vers la droite. Et puis en abscisse, on va mettre donc l'effectif, le nombre de fois qu'a été cité les termes dans chaque catégorie, donc allant du moins cité au plus cité. Et donc sur ces 2 axes, on va projeter nos catégories de mots qu'on va colorer en fonction de si la moyenne de connotation va plutôt dans le sens positif ou négatif ou neutre vis-à-vis de 20 sans suffite ajouté. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Avant que Carole ne vous présente les résultats qui vont arriver à la slide suivante, on vous rappelle que dans la zone de questions, n'hésitez pas à nous adresser quelques questions pour la phase de discussion. Au fur et à mesure qu'elles vous viennent, ce sera plus simple pour vous de les exprimer. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des questions pour qu'on puisse y répondre à la fin de notre présentation. Je te laisse la main. Merci du rappel, Ronan. Donc, passons aux résultats cette fois-ci. Donc, concernant les consommateurs pour les 20 sans suffite ajouté. Donc, le graphique que je viens de vous expliquer, la façon dont on le construit, on va le regarder en plusieurs temps. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la partie en haut à gauche qui va concerner toutes les catégories qui ont été citées un plus grand nombre de fois et qui ont été jugées comme les plus importantes vis-à-vis de 20 sans suffite ajouté. Donc, ces catégories de mots, elles représentent le cœur de la représentation, vraiment la définition générée par les consommateurs vis-à-vis de 20 sans suffite ajouté. Donc, dans cette zone, on va avoir 3 catégories qui vont, vous voyez, elles apparaissent toutes en vert, qui vont avoir une connotation positive pour les 3, avec la catégorie naturelle, qui est quand même celle qui a été le plus citée, plus de 200 sur les 300 personnes interrogées, donc c'est assez conséquent. Naturel, qui, dans cette catégorie, ça va être tous les mots qui vont se rapprocher naturel, naturalité, nature, propre, pureté, produit brut, tous ces éléments-là, vraiment un concept de produit naturel. Et puis ensuite, on va avoir la catégorie bio. Donc là, dans bio, on va avoir les certifications biologiques, biodynamie, etc., qui vont apparaître. Et puis le côté sain, donc sain, dans cette catégorie, on a tous les mots qui sont générés sain, déjà, santé, bénéfice à la santé, produits bénéfiques pour ma santé, etc. Donc voilà, c'est vraiment les 3 listes de termes qu'on retrouve dans ces 3 catégories. Donc, on a vraiment un cœur de la représentation positive pour les consommateurs vis-à-vis des 20 sans suffite ajouté. Ensuite, sur ce graphe, on va regarder tout ce qui va graviter autour de ces catégories. Donc, à la fois 2 zones du graphique, à la fois les catégories de mots qui auront été très citées par les participants, mais jugés comme moins importants vis-à-vis de 20 sans suffite ajouté. Et à l'opposé, les mots qui ont été les moins cités, mais jugés comme les plus importants pour 20 sans suffite ajouté. Donc, dans ces catégories de mots, de listes de mots qui apparaissent, voilà.
On va avoir associé à ce cœur de la représentation la catégorie bon. Donc dans bon, on va avoir tout ce qui va être hédonique, plaisir, goûteux, bon produit, enfin un mélange entre l'hédonisme et puis un jugement sur le produit vin. Ensuite, on va avoir goût du vin. Alors, dans goût du vin, ça va être toute la liste des descripteurs, des caractéristiques sensorielles qui viennent des consommateurs. Donc, tout ce qui est relatif aux arômes, aux saveurs, aux odeurs, aux perceptions tactiles, vraiment les attributs sensoriels qui ont été affectés dans cette catégorie. Ensuite, on va avoir la catégorie sans intrants. Donc, dans cette catégorie, ça va être vraiment tout ce qui va exprimer le sans produit ou moins, très peu de produits, moins chimiques, etc. Ça va vraiment se retrouver dans cette catégorie sans intrants. Et ensuite, on a la catégorie qualité qui va exprimer le jugement de la qualité sur les vins sans sulfite ajouté. Donc, ça va être tout ce qui va être qualitatif, bonne qualité, etc. qui va être exprimé. Donc, globalement, on voit que ces catégories de mots associées à la définition pour les consommateurs des vins sans sulfite ajouté sont globalement positives. Et ensuite, la dernière partie du graphique, ça va concerner les catégories qui ont été les moins citées et jugées comme les moins importantes par les consommateurs. Donc, en fait, ça va être toutes les catégories de mots qui vont être plutôt des représentations individuelles et donc moins partagées par l'ensemble des 300 consommateurs. Donc, vraiment, juste une poignée de consommateurs qui vont être derrière ces catégories de mots. Donc, encore une fois, on a des catégories, on peut le voir par les couleurs, hein, vert et grise, donc plutôt à des connotations positives ou plutôt neutres, qui vont faire référence au process, donc ça va être leur manière à eux de parler de l'itinéraire, que ce soit à la vigne ou au vin, de la transformation du raisin en vin. La catégorie écologique, donc ça va être tout ce qui va être toutes les listes de termes qui vont être associés aux bénéfices environnementaux, prendre soin de la nature, etc. Puis des catégories comme terroir, des associations à la couleur des vins. Une catégorie ne sait pas qui est assez importante où les répondants n'ont pas seulement laissé des champs vierges. En fait, ils ont exprimé le fait qu'ils ne savaient pas plus de choses que ça sur les vins sans sulfite ajouté. Donc, c'est aussi à prendre en considération. Ça rejoint un peu ce que disait Ronan tout à l'heure sur les 40% interrogés qui ne savent pas s'ils consomment des vins sans sulfite ajouté. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir sur l'exploration des représentations des consommateurs pour les vins sans sulfite ajouté, c'est que le cœur de la représentation est positive par ces trois mots naturel, bio et sain, suivis très près par bon, et qui nous exprime finalement une connotation de la naturalité, de chercher ce phénomène émergent, de chercher de la naturalité dans tous les produits finalement que l'agroalimentaire. Et ce qui est important à mettre aussi en avant, c'est qu'il n'y a aucune catégorie qui émerge avec une connotation négative. Qu'en est-il maintenant des résultats pour les professionnels? Donc, on va lire le graphe de la même façon que pour les consommateurs et aller chercher donc, dans le cœur de la représentation des professionnels. Donc, ce cœur de la représentation, on va avoir apparaître qu'une seule catégorie de liste de mots qui va être les défauts. Donc, représenté en rouge parce que jugé comme à connotation très négative. Et en fait, derrière cette catégorie se cache toute la liste plus ou moins précise de défauts exprimés par les professionnels. Donc, ce soit défaut, le terme généraliste, déviation acognitive par exemple, et sinon vraiment des précisions de défauts comme oxydation, goût de soulier, bradynomycèse, etc. C'est vraiment les listes de défauts qu'on retrouve derrière cette catégorie. Ensuite, associé à cette représentation négative, on va avoir d'autres catégories qui vont être à la fois positives, mais aussi négatives. Donc, dans les catégories positives, on retrouve la catégorie nature, qui peut nous faire penser au naturel et consommateur, mais qui est dans la liste des termes générés pas tout à fait les mêmes termes. C'est-à-dire que dans cette catégorie de nature, on va plus avoir l'association avec vin, donc ça va être surtout vin nature, vin naturel, vin méthode nature. Vraiment, on a l'impression que dans cette catégorie, il y a une expression du produit, là où les consommateurs, tout à l'heure, on avait plus une impression vraiment du concept d'un produit naturel. Ensuite, derrière ces catégories positives, donc on va retrouver la santé, exprimée par le sein tout à l'heure des consommateurs. C'est à peu près la même liste de mots, mais là, le libellé était plus vers la santé. La catégorie sans intrants aussi qu'on retrouve aussi chez les consommateurs. Et du point de vue négatif, cette fois, on va trouver les catégories de risque dans le sens prise de risque à faire un itinéraire de vin sans sulfite ajouté,
La conservation courte, ça c'est quelque chose qui revient assez régulièrement aussi dans la liste des mots derrière cette catégorie. Et puis aussi une petite catégorie moins citée, mais quand même jugée comme importante sur la méfiance. Vraiment, dans ces catégories, c'est méfiance, crainte, etc., qui est exprimée à travers des professionnels. Ensuite, on a des petites catégories, mais qui sont moins citées, donc même si jugées comme moins importantes, donc vraiment plus individualisées. Et puis, pour finir, donc dans les représentations plus individuelles et donc moins partagées par l'ensemble des 500 personnes, on a à la fois des catégories positives, neutres et négatives. On retrouve le bio, notamment dans la catégorie verte. On va retrouver des consommateurs. Et puis, des catégories sur le mode, le process, la version, le côté difficile. Donc, voilà pour la représentation globale pour ces professionnels. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le cœur de la représentation des 20 sans sulfite ajouté a vraiment une connotation négative, que la catégorie qui est récurrente est les défauts, est associée à la catégorie nature, risque et mode, qui sont à la fois positifs, négatifs et neutres. Donc, on a une représentation quand même qui est plus partagée avec cet ensemble de connotations à la fois négatives, positives et neutres. Voilà. Ensuite, si on revient dans la comparaison entre les catégories émergentes des consommateurs versus les professionnels, je posais tout à l'heure la différence entre la catégorie nature et naturelle des consommateurs. C'est vrai que dans la liste de mots, là, on ne vous a pas mis toute la liste, hein, elle est assez conséquente, mais vraiment les premiers fréquemment cités dans chaque catégorie. On voit vraiment que naturel semble exprimer ce concept de naturalité là où les professionnels semblent exprimer plutôt le produit associé plus à vin nature, méthode nature. Sur les défauts, j'en ai parlé tout à l'heure, vraiment sur la liste des défauts émergentes, on a le défaut d'oxydation qui revient par le terme oxydation, oxydé, oxydatif, associé à toute cette liste de défauts qui peut être généraliste ou précise. Donc, on a vraiment l'oxydation en principal défaut caractérisé par les professionnels. Et ce qui est important à souligner dans cette liste, c'est par exemple, si on regarde goût du vin ou bon, tous les termes qui ont été évoqués dans ces catégories, en fait, sont que des termes sensoriels qui vont être positifs, là où les professionnels ont fait émerger des termes plutôt de défaut, des termes sensoriels négatifs, chose qui n'apparaît pas chez les consommateurs. C'est un principal résultat qu'on a mis en avant avec ces représentations. Donc d'ici, on se rend compte qu'il y a clairement une représentation. Les mots qui viennent et les expressions qui viennent à l'esprit entre les consommateurs et les professionnels semblent être assez différents, avec quelques points communs, mais aussi des différences. La question ensuite est de se dire, dans chacune de ces familles entre les consommateurs et les professionnels, est-ce qu'on a tous la même représentation ou est-ce qu'il y a un peu de différence et de nuances? On a dit qu'il y a une connotation peut-être plus négative chez les professionnels. Est-ce que c'est le cas chez tous les professionnels? Et donc, l'hypothèse que l'on a posée, c'était le fait que la familiarité, la perception que les acteurs ont des vins sans sulfite peut moduler cette représentation. Donc, pour étudier ça, comme vous l'a dit Nathalie tout à l'heure, on a posé un certain nombre de questions et on va réaliser une segmentation sur la base de ces affirmations de familiarité. Je ne vais pas rentrer dans le détail statistique de la chose. Ce qu'on obtient, et je vais travailler autour de 3 catégories que vous avez ici en haut à droite, avec un premier groupe qui compte 45 personnes, un deuxième groupe 171 et un troisième groupe 103. Et ici, en fait, ça sous-entend que dans ces 3 clusters, ces 3 groupes, ils ont répondu de manière assez similaire à l'ensemble de ces 17 questions, affirmations auxquelles on les a soumis. Alors, je vais faire un focus sur 7 questions qui vous permettront de voir un peu dans la philosophie à laquelle la perception ou la familiarité que ces consommateurs ont avec ces différentes, avec les vins sans sulfite ajouté. Et donc, c'était l'échelle de Likert, de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. On va en faire la moyenne pour chacun des groupes. Et puis, par exemple, ici, je vous ai choisi la question, les vins sans sulfite ajouté sont des vins particulièrement importants pour moi. Quand on regarde la moyenne de ces 3 groupes, on observe ceci. Et on voit assez vite que le groupe C1 est un groupe qui a une version plutôt positive des vins sans sulfite, là où le groupe C3, visiblement, est un peu plus sur la réserve. Ces produits-là, ils sont moins d'accord pour dire que c'est des vins particulièrement importants pour moi.
on va retrouver la même chose. Et on voit bien ici, vous allez assez vite comprendre qu'on va vers les gens qui en consomment versus ceux qui en consomment pas ou qui ne savent pas. C'est que lorsqu'on leur demande, lorsque j'achète du vin, je recherche des mentions sans sulfite ajouté, on voit que le groupe C1 et clairement répond oui, alors que le groupe C3 dit non. J'achète exclusivement des vins sans sulfite ajouté, le groupe C1 dit oui, le groupe C3 dit non. Là, on est plutôt dans l'usage. Et en fait, quand on les amène aussi à se réfléchir de manière un peu plus large, ben, on va retrouver cette chose-là, c'est-à-dire qu'on retrouve bien à la question, pour moi, les vins sans sulfite ajouté présentent un grand intérêt. On retrouve à nouveau C1 qui est plus d'accord sur ce genre d'affirmation. Et c'est intéressant de voir que par rapport à la question de l'intérêt, par exemple, on voit que le C3, déjà, il y a plus de gens qui ont été plutôt dans l'accord, un peu de neutre, mais aussi de l'accord. Et donc là, on voit que finalement, par rapport au vin sans sulfite, il y a peut-être un a priori positif. À gauche, c'est le fait que finalement, dans leur quotidien, c'est pas quelque chose qui est très important. Mais par contre, quand on leur pose la question, est-ce que ça a un intérêt? Ah oui, quand même. Et d'ailleurs, on le retrouve par rapport à la question, les vins sans sulfite ajouté devraient avoir une place plus importante dans le monde du vin qu'aujourd'hui. Eh bien là, on va voir assez nettement apparaître qu'ils sont assez d'accord avec ça. Et vous voyez que même le groupe des C3, ce n'est pas une opposition au vin sans sulfite. C'est juste que pour ces gens-là, en effet, j'en consomme pas, mais par contre, oui, je trouve que ce serait intéressant. Il y a une dernière question que je voudrais présenter ici, c'est la question du goût, puisqu'on l'a vu dans la phrase précédente, dans la partie précédente, il y a une question autour des défauts, une question autour du goût. Et donc, on a posé cette question qui est, quand je goûte un vin sans sulfite ajouté, j'ai toujours des goûts sur sa qualité. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, quel que soit le groupe de consommateurs, non, plutôt pas d'accord. On n'est pas dans un truc pas du tout d'accord. On est plutôt dans le pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de doute sur la qualité. Il se pose. Alors, là, attention, il ne faut pas que j'aille trop vite. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne se pose pas la question, définitivement pas. Mais on est plutôt dans le pas d'accord par rapport à la question de l'existence des doutes. Une fois qu'on a fait ça, c'est intéressant de regarder, on a ces trois groupes. Alors, je ne vous présente pas les 17 questions. On va regarder qui sont ces gens. Et comme je vous ai dit, vous l'avez vu, il y a trois groupes finalement qui sont une sorte de hiérarchie, dans un gradient finalement de familiarité. Et donc, on a de manière assez logique, quand on recroise ça avec qui ils sont, alors, il n'y a rien qui sort sur le sexe, il n'y a rien qui sort sur les CSP, il n'y a rien qui sort sur le lieu de vie. Les seules choses qui ressortent, c'est la consommation plus fréquente de vin, la consommation plus importante de vin sans sulfite ajouté, de vin bio et de vin nature pour ceux qui sont dans la catégorie C1 et la catégorie C3, celle qui finalement ça semble plutôt à des non-connaisseurs, parce que vous avez vu, leur avis n'est pas définitivement contre les vins sans sulfite, mais c'est plus que peut-être qu'ils ne le connaissent pas, et en effet, on retrouve bien ça, puisque ce sont des vins dans lesquels la proportion de vins sans sulfite est beaucoup moins importante par rapport au premier groupe. Et très honnêtement, je ne vous présente pas ici, mais je demande de me croire, le groupe C2, il est dans un intermédiaire. Du coup, Carole, c'est intéressant de regarder quelles sont la différence de perception entre de représentation de ces deux groupes. Oui, parfaitement, comme on l'a dit tout à l'heure, donc le niveau de familiarité peut impacter sur les représentations par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui était d'un point de vue du panel entier. Donc, quand on regarde les deux extrêmes des consommateurs, donc vraiment ceux qui sont les plus familiers avec les vins sans sulfite ajouté et ceux qui sont à l'opposé les moins familiers avec les vins sans sulfite ajouté, finalement, qu'est-ce qu'on constate globalement? Vous voyez sur votre gauche, sur la gauche, donc le groupe C1, donc vraiment ces consommateurs amateurs de vins sans sulfite ajouté. Donc ils représentent quand même un tout petit effectif, je tiens à vous dire, c'est à peine 15% du panel interrogé. On a cette représentation globalement positive, on voit toutes les catégories vertes qui émergent, et avec ce cœur de définition sur le naturel qu'on avait dans les résultats du panel global, et suivi de très près par bon, bio et sain, comme on avait au point de vue global. Quand on regarde à l'extrême, sur les consommateurs qui ne connaissent pas les vins sans sulfite ajouté, qui représentent quand même un tiers de l'effectif, on a ces trois catégories qu'on retrouvait tout à l'heure de naturel, sain et bio. Pardon. Et des représentations du coup à connotation globalement positive. Bon, il y a deux catégories qui émergent vraiment, mais tout en bas à titre anecdotique en connotation négative. Mais finalement, quand on compare ces deux représentations l'une à côté de l'autre, on voit qu'il y a finalement un impact faible de la familiarité sur les représentations des consommateurs.
excusez-moi, je cherche à remettre mon micro. Hop, et du coup, maintenant, allons regarder ce qui se passe sur la partie professionnelle. On a cette fois-ci 14 affirmations. On leur demande à nouveau d'accord, pas d'accord, et on fait la même stratégie. Cette fois-ci, on obtient 3 groupes dans lesquels vous voyez que c'est assez équilibré dans le regroupement. On a un groupe de 194, un 150 et un 197. Donc, c'est assez homogène de ce point de vue-là. Et donc, c'est intéressant. La même approche, je vais regarder quelques-unes des questions, affirmations sur lesquelles on les a sollicitées. Les vins sans sulfite sont des vins particulièrement importants pour moi. Eh bien, on se rend compte qu'on a un premier groupe qui est plutôt positif, mais dans lequel, en moyenne, ça donne un avis un peu neutre, mais plutôt positif, et qui va s'opposer à nouveau, on retrouve une sorte de gradient à un groupe P3 qui a l'air d'être plus sévère par rapport à ces vins sans sulfite. Et vous allez voir qu'on va le retrouver à plusieurs fois. Je produis, je conseille ou vends du vin sans sulfite ajouté, car je sais comment le produire. On va retrouver ici, et là encore, je pense que vous me voyez arriver sur qui sont ces professionnels. On va ici voir le groupe P1 qui est plutôt d'accord, alors que les 2 autres collectifs sont plutôt dans le pas d'accord par rapport à cette question de je produis, conseiller et vends du vin sans sulfite, pardon. Et puis, à la question, je produis, je conseille, je vends exclusivement des vins sans sulfite ajouté. Ça, de toute façon, ça fait écho à la statistique que je vous ai montrée au début sur la proportion des vins. Il y en a très peu qui font exclusivement des vins sans sulfite ajouté. Donc là, évidemment, il y a la question du exclusivement qui a sans doute positionné la réponse plutôt dans le pas d'accord parce que la plupart d'entre eux ne font pas exclusivement des vins sans sulfite ajouté. Quand maintenant, on regarde d'autres questions comme cette question sur l'intérêt, là, on voit que ça commence à segmenter beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a la catégorie P1 qui est plutôt d'accord, la P2 qui reste assez positive. En moyenne, ça reste dans un neutre, mais qui est quand même plutôt positif. Et la P3, c'est plutôt non, pas d'accord, ça n'a pas un grand intérêt. À la question, les vins sans sulfite d'avoir une place plus importante dans le monde du vin qu'aujourd'hui, ben, on retrouve à nouveau, alors on ne part pas dans les trucs très très hauts en termes d'accord, mais on reste avec le groupe jaune et le groupe vert qui sont assez d'accord. Et puis par contre, le groupe P3, lui, toujours n'est pas d'accord par rapport à cette question-là. Et puis là, il y a un élément, alors j'ai plusieurs questions qui font référence à ça. C'est la différence notamment entre le groupe vert et le groupe vert et le groupe jaune. C'est que dans le groupe jaune, on a dit tout à l'heure, je viens de vous montrer qu'ils étaient assez d'accord sur ce genre de questions. Et en fait, on se rend compte que à la question de connaissance, la connaissance des vins sans sulfite, la connaissance pour sélectionner des produits, etc., on voit que finalement ce groupe-là semble avoir un peu moins confiance, moins sûr de leur peut-être connaissance œnologique, peut-être moins sûr des vins sans sulfite ajoutés. Et ça, c'est une des différences de ce groupe-là. La dernière question était intéressante parce que c'est la même qu'on a posée aux consommateurs. Quand je doute un vin sans sulfite ajouté, j'ai toujours des doutes sur sa qualité. Et là, vous voyez à nouveau, on voit quand même que le groupe P3 se distingue très nettement. Et là, on change carrément par rapport aux consommateurs, où les 3 groupes de consommateurs étaient plutôt en bas. On a clairement un groupe P3 qui lui dit, oui, moi, j'ai plutôt des doutes, alors que le groupe vert, il est soit dans un neutre, mais plutôt un neutre qui va en majorité vers le pas d'accord. Là encore, intéressant de regarder qui sont ces gens. On a ce premier groupe dans lequel on a des gens, que j'ose dire, plus favorables au vin sans sulfite et de manière assez logique. Là, à nouveau, c'est pas le bassin viticole, c'est clairement la production de vin sans sulfite qui match sur ce groupe-là. Ce sont les professionnels, qui produisent et vendent des vins sans sulfite et des vins bio, un peu plus focalisés sur les vins bio. Au milieu, là, ce groupe-là que je vous ai dit, qui était assez favorable aux vins sans sulfite, mais peut-être un peu moins confiant sur leur expertise, c'est dans ce groupe-là qu'on trouve le moins, en fait, il y a une proportion de non-œnologues un peu plus importante dans ce groupe-là. Il y en a 65 dans les autres groupes et il y en a 65 dans ce groupe-là de non-œnologues contre 45 dans les autres groupes. Et puis, on retrouve ici un peu plus de non-producteurs vendeurs. On retrouve aussi un groupe un peu plus féminin dans ce collectif-là. Et puis le dernier, ce qu'on ose dire être peut-être plus critique des vins sans sulfite, là, clairement, en fait, on se retrouve sur ceux qui ont plus de vins conventionnels et moins de vins bio, de vins sans sulfite ou de vins nature. Et donc maintenant, la question, c'est les 3 groupes. En tout cas, les 2, on va vous proposer surtout de comparer les 2. Carole va nous présenter qu'est-ce qu'ils nous ont dit en termes de représentation. Oui, tout à fait. Donc, quand on regarde juste les 2 groupes extrêmes de ces professionnels pour voir s'il y a une différence de la familiarité avec leur représentation. Donc, on voit le groupe P1. Donc, on note quand même avant que les 2 groupes ont le même effectif, ce qui n'est pas le cas tout à l'heure quand on a séparé les consommateurs. Donc, un même effectif.
On voit que le groupe P1, donc plutôt les professionnels, donc comme l'a dit Ronan, qui sont favorables aux vins sans sulfite ajouté, ont un cœur de la représentation qui est positif, avec cette catégorie nature qui constitue vraiment ce cœur de la représentation pour ce groupe-là, mais qui n'en est pas moins associé en périphérie, du coup, à la catégorie défaut qui apparaît avec une connotation négative, comme c'était le cas tout à l'heure à l'échelle du panel global. On a bien sûr après des catégories comme globalement plus positives associées à cette représentation, comme la référence à la santé, comme on avait tout à l'heure au global et aussi avec les consommateurs, l'expression du fruité qui apparaît, donc vraiment les termes d'expression fruitée qu'on a regroupés dans cette catégorie, la maîtrise technique, le côté sans intrant, et puis de manière plus individualisée, seulement 2 catégories à connotation négative avec risque, prise de risque et conservation courte. Et on retrouve aussi la catégorie de bio qui vient dans ces représentations plus individualisées. À l'opposé, donc le groupe des professionnels qu'on a défini comme plus critique aux vins sans sulfite ajouté ont vraiment ce cœur de la représentation centré exclusivement sur la catégorie défaut, comme c'était le cas du panel global tout à l'heure, avec cette connotation négative, et va graviter autour de davantage de catégories qui ont une connotation négative de type risque, conservation courte, doute et méfiance. Mais il va y avoir aussi des catégories un peu plus nuancées, un peu plus neutres, comme la catégorie nature qui apparaît tout à l'heure positive, qui va être plus neutre dans ce groupe de professionnels, et le côté mode aussi qui va être assez présent d'un point de vue plus neutre. Donc là, contrairement aux consommateurs tout à l'heure, on voit que quand on sépare les professionnels entre eux vis-à-vis de leur familiarité avec les vins sans sulfite ajouté, on a un impact sur leur représentation qui passe d'un cœur de représentation très positif pour les uns à un cœur de représentation très négatif pour les autres. En conclusion de cette étude, pour les professionnels, leur niveau de familiarité va avoir un impact sur l'image qu'ils se font des vins sans sulfite ajouté. Leur représentation passera de négatif pour les moins familiers aux vins sans sulfite ajouté à une représentation plus positive pour les familiers. Les défauts sont au cœur de la représentation des professionnels, comme auguré en introduction avec les premiers écrits scientifiques sur les vins sans sulfite ajouté. Par contre, Carole nous a montré que les défauts étaient absents des représentations des consommateurs et que pour les consommateurs, quel que soit leur niveau de connaissance des vins sans sulfite ajouté, leur représentation, l'image qu'ils s'en font, reste très positive avec des mots comme naturel, bon, sain, bio. Donc, en quelque sorte, on a des représentations opposées entre les professionnels et les consommateurs sur les vins sans sulfite ajouté. Ces premiers travaux soulèvent bien évidemment de nouvelles questions. L'évocation de la catégorie nature des professionnels est-elle synonyme de celle de l'évocation de la catégorie naturelle pour les consommateurs? Carole a déjà commencé un peu à évoquer une hypothèse. Un tiers des consommateurs aussi ne savent pas s'ils consomment des vins sans sulfite ajouté. Pourquoi? Pourquoi autant de consommateurs ne savent pas qu'ils consomment ces vins sans sulfite ajouté? Est-ce un manque d'intérêt, un manque de connaissances, pas assez de vins sans sulfite ajouté sur le marché, pas assez de communication sur ces vins? Et Ronan devrait poursuivre, ou Carole, par les perspectives. Ronan, ton micro, il est désactivé. Ah, c'est bon. Pardon, excusez-moi, c'est du coup, ouais, merci, pardon. Et donc, quelques perspectives, en fait, on est en train de mener plusieurs études en parallèle. Là, on a le souhait d'affiner cette présentation, parce que pour l'instant, on a posé juste 5 mots et on travaille autour de ces 5 mots qui ont été générés. Donc, d'aller affiner les représentations des consommateurs sur ces questions émergentes, pour préciser les motivations à consommer, pour faire un état des lieux un peu des attentes et de leur compréhension des vins sans sulfite ajouté. Donc là, on a le travail de Charlène Pimprenel qui est en cours, qui vient de réaliser 9 tables rondes avec des consommateurs dans les 3 bassins viticoles, Provence, Lyon et puis en Anjou, pardon. Et puis, parallèlement à cela, en 2024, on va faire une étude quantitative nationale auprès de 1000 consommateurs représentatifs à nouveau de la consommation de vin. Et puis, parallèlement à cela, il y a toute une question autour de
de la sensorialité de ces produits-là. Donc, on a la possibilité, dans le cadre du projet, de faire une étude d'acceptabilité sur des vins sans sulfite. Donc, peut-être, alors pour l'instant, on met et où, parce qu'on n'a pas encore réellement décidé de notre orientation. Est-ce qu'on va aller explorer la sensibilité aux défauts? Est-ce qu'on va aller travailler sur l'impact de l'information quand il y a la mention sans sulfite ajouté? Dans tous les cas, on va avoir la possibilité dans les études hédoniques, des études consommateurs sur des vins sans sulfite, à nouveau dans nos 3 bassins, avec un ancrage sur Lyon, Angers et Marseille. Tout ça nous amène à une dernière slide pour vous remercier d'avoir participé. Sans doute la plupart, certains d'entre vous ont participé, ont répondu à notre questionnaire, donc merci aussi de cela. On tient particulièrement à remercier les différents collectifs qui ont fait la diffusion de ce questionnaire-là et qui nous permet d'avoir cette belle statistique de 540 professionnels. Et puis évidemment, remercier Nolwenn, Clara, Thibaut, Victoria et Jean pour tout le travail qu'ils ont mené pendant ces quelques mois qu'ils ont passés avec nous et qui nous permet de vous présenter ces résultats ce soir. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. On a une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Je ne sais pas si Emma, tu as quelques questions dans le chat. Oui, alors, voilà, si ça vous évoque, n'hésitez pas. Alors, j'ai quelques questions ici. Quelles sont les contraintes ou modifications apportées à la vinification pour un vin sans sulfite ajouté? Je ne sais pas qui c'est qui veut répondre. Alors là, ça va être plus un aspect sur la technique et sur l'itinéraire, ce qui n'est pas du tout l'objet de ce webinaire et qui est très dépendant des objectifs produits dans chaque bassin viticole. Les contraintes ne sont pas les mêmes en fonction de chaque bassin et de la couleur des vins aussi. Donc, voilà, je vous invite plutôt à consulter un autre webinaire qui pourrait porter sur cette question sur les itinéraires de production. Là, ce n'était pas du tout le sujet aujourd'hui. Une autre question. Est-ce que le terme nature pour les professionnels n'aurait pas dû être catégorisé comme neutre dans ce cas? Alors, sur les catégorisations, sur les connotations des catégories de mots, en fait, ce n'est pas nous qui avons fait le choix du tout. C'est eux, en générant les mots de chaque terme qu'ils ont généré. Du coup, ils ont attribué si c'était une connotation négative ou positive ou neutre. Ce n'est pas du tout nous qui avons arbitrairement dit, bon, bah, c'est nature, c'est neutre. C'est vraiment la moyenne de toutes les connotations individuelles qui ont été générées pour chacun des termes qui font partie de chaque catégorie qu'on a réduit au final pour l'année. J'en ai une autre ici. Est-ce que l'absence de mention des défauts par les consommateurs serait due à leur habitude de consommer des vins altérés par le stockage ou depuis leur ouverture? Alors, là, je pense... Ouais, vas-y. Non, je pense que c'est juste que la question du défaut ne fait pas partie. On n'a ici pas des œnophiles, on a des consommateurs de vin et dont peut-être une majorité n'ont pas cette éducation au défaut et donc se posent pas ce genre de questions, que ce soit sur. Alors, on a peut-être le goût de bouchon sur lequel on a été éduqué, mais la majorité ne se pose pas ce genre de questions, d'où le fait que ce mot-là ne sort pas. Oh là, j'ai un retour, excusez-moi. Et donc, de ce fait-là, nous, l'hypothèse, c'est ça, c'est que le consommateur n'a pas ce terme-là dans ses représentations. Et il y a seulement à partir d'un certain niveau d'expertise que ce genre de représentations vont apparaître. Merci Ronan. J'ai une autre question. Prévoyez-vous de travailler en partenariat avec le syndicat des vins méthode nature? Je peux répondre. Hein. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Carroguet il y a au moment de la soumission. Et juste pour des questions de rétro-planning, on n'a pas réussi à le diffuser. Donc, on les avait contactés et je pense que ça n'a pas été diffusé auprès des membres de l'association Vin Méthode Nature. Dans le cadre du projet, ils ne sont pas particulièrement impliqués en direct. Maintenant, si nous, dans le cadre des projets à venir, il y a des messages ou des choses à tester, on est ouvert à ce genre de collaboration. On peut l'envisager en tout cas. Parfait, merci Ronan. Et puis, j'ai ici une dernière question. Avez-vous constaté des écarts de sensibilité au vin sans sulfite ajouté entre les bassins viticoles, donc pour la catégorie des professionnels? Statistiquement, non.
Maintenant, quand vous discutez, parce que dans le cadre du projet, il y a notamment les Provençaux et les questions du rosé, on a déjà eu des échos par rapport à la difficulté de faire des vins sans sulfite dans le cadre des questions du rosé notamment, et on sait qu'il y a des questions, des réserves qui sont liées, mais qui dans la représentation telle que nous on l'a abordée, quand on teste la question de est-ce que ces trois groupes se construisent autour des bassins de production, il n'y a rien qui ressort de manière significative. Donc c'est difficile de pouvoir réellement l'affirmer au-delà de réponses qualitatives que l'on a dans le cadre du projet de manière plus large que dans le cœur de ce qu'on vient de vous présenter ce soir. Merci. Et puis là, j'en ai une toute dernière. Attendez. Lorsque vous demandez 5 mots qui évoquent les vins sans sulfite, les pros n'évoquent jamais un goût qui pourrait être bon? Alors, si ça a été le cas, dans les réponses qu'on a eues, on a eu des termes qui étaient associés à bon et même à intéressant. Cependant, ça représentait une vingtaine de termes sur les 2700 termes générés. Donc, voilà, c'est pour ça que ça ne transparaît pas parce que c'est un poids très faible par rapport au nombre de termes qui a été évoqué. Mais ça a été le cas, oui, mais que pour une vingtaine de termes. Et puis, Emma, oui, Emma, si tu m'autorises un complément là-dessus, et ça va faire écho à la question 20 méthodes nature. On regrette vraiment de ne pas avoir eu plus de professionnels en 20 méthodes nature, des gens qui seraient exclusivement sans sulfite ajouté, parce qu'en effet, dans cette segmentation qu'on observe, on aurait eu plus de gens, je dirais, plus impliqués dans le vin sans sulfite, et notamment en 20 méthodes nature, peut-être que la représentation aurait été encore plus décalée entre les extrêmes de la filière viticole. Et donc, et la question peut-être du bon, peut-être, pour des professionnels qui sont en 20 méthodes nature, aurait peut-être été beaucoup plus présente. Malheureusement, là, c'est plutôt une problématique aussi de nombre d'acteurs et de difficulté à les toucher via les différents canaux qu'on a utilisés. Je viens de voir une question qui vient d'arriver. Est-ce qu'on sait d'où vient cette différence entre professionnels et consommateurs sur la perception des vins sans sulfite? Est-ce un des axes de recherche pour la suite? Alors, d'où vient l'origine de ces représentations, on ne sait pas encore. Mais dans le cadre du projet, oui, on vise à creuser, notamment sur le volet consommateur, ce qui peut conduire à ces représentations, donc aller interroger les attentes des consommateurs, leur motivation à consommer ou à ne pas consommer ces types de vins. Et on a le choix aussi de le faire aussi du côté des professionnels, mais pour l'instant, on n'a pas engagé de travail en ce sens. Merci, Carole. Je pense que je n'ai plus de questions a priori. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Plus de questions. Je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Au revoir. Merci.